Re-bienvenue dans une capsule Startup X. Raymond Chabot, on est vraiment excités. Bonne année tout le monde! Bonne année les filles! Bonne année! Merci d'être ici Yannick. Aujourd'hui, on parle de la faillite. On plonge vraiment dans ce sujet-là du début à la fin. Donc, veux-tu nous introduire en la matière? Ben oui, on va essayer de démystifier un peu comme on a fait dans les capsules précédentes. Là, on avait démystifié quelques concepts. Aujourd'hui, ça va être la même chose pour la faillite. Mais d'abord, les filles, j'aimerais vous dire félicitations. J'ai vu certaines statistiques passer sur les réseaux concernant vos balados qui performent très bien. Je considère être un privilégié qui revient quand même assez souvent ici. Là. Donc, bravo pour votre travail. Félicitations. Puis je pense que vous servez vraiment les entrepreneurs. Oui, il y a beaucoup de cours sur l'entrepreneuriat, tout ça, mais de consulter et d'interviewer des gens entrepreneurs qui ont passé par là, je pense qu'il y a vraiment une niche pour ça. Puis félicitations. Merci. Merci beaucoup. Donc, oui, la faillite... Est-ce que vous savez c'est quoi la faillite? Oui, on entend beaucoup parler, souvent dans les médias, les entreprises ont fait faillite, mais c'est quoi être en faillite? Comment qu'on devient en faillite? Quand on a l'incapacité de payer nos comptes, nos créanciers. Exact. Donc, il y a plusieurs façons ou manières, mais en fait, quand une entreprise est incapable de payer ses dettes, donc est pas capable de payer ses obligations, bien à ce moment-là, on dit que l'entreprise est insolvable. Donc, aussi, lorsque l'entreprise a plus de dettes que d'actifs, donc, on va dire aussi que l'entreprise est insolvable. Donc, l'insolvabilité va provoquer ultimement une faillite. Et donc, c'est ça à quoi on va discuter aujourd'hui. Mais là, quand tu es insolvable, tu n'es pas tout de suite en faillite. Exact. Exemple, une compagnie de tech en super croissance qui, là, ça se peut que pour un certain moment, elle ait plus de dettes que d'actifs, mais ça s'en vient tranquillement pas vite. Très bon point, Camille. Dans le fond, une entreprise insolvable, il y en a beaucoup parce qu'ultimement, surtout, on va dire les startups, il y a beaucoup de dettes au début avant que les actifs prennent de la valeur et les recevables, l'équipement, tout ça. Donc oui, des entreprises insolvables, il y en a beaucoup. Par contre, lorsqu'on est incapable de payer ses factures à la fin de chaque mois, tout ça, bien, c'est là où il peut y avoir une insolvabilité. Mais tu as tout à fait raison. Pas parce que tu es insolvable que tu dois nécessairement faire faillite. Donc, il y a une distinction à faire. OK. Donc, il y a deux types de faillite. Donc, maintenant, on va parler vraiment de faillite. Moi, la faillite, je vois ça comme un outil. Donc, quand tu es insolvable, ben la méthode, supposons que finalement, on ne parle pas d'une start-up, mais on parle d'une entreprise qui a tout essayé et qui est vraiment plus capable de s'en sortir, ben le chemin à suivre, ça sera une faillite dans ce contexte-là. Pourquoi j'ai un outil? Mais c'est comme, par exemple, si vous voulez visser une vis, ben, qu'est-ce que vous allez faire? On prend une drill. Ben oui, ou un tournevis. Ouais. Mais tu peux essayer avec un marteau, mais ça risque pas de fonctionner comme il faut. Donc, la méthode pour fermer une entreprise qui est insolvable, ben c'est la faillite. Donc, on utilise cet outil-là. Il y a deux types. Une faillite involontaire. Donc, la loi, ce qu'elle prévoit, c'est qu'un créancier, puis c'est quand même assez rare, là, mais la loi prévoit qu'un créancier à qui on doit de l'argent peut mettre en faillite une entreprise. Là, vous allez me dire, dans quelle situation? Ça arrive souvent que, par exemple, lorsque le créancier suspecte qu'il y a eu des transactions ou / une fraude ou des choses pas normales et qu'il n'y a pas de communication avec l'entrepreneur, bien là, on pourrait dire time out. Là. Moi, je veux vraiment aller au fond des choses, voir qu'est-ce qui se passe, je ne suis pas payé, tout ça. Peut faire une requête en faillite et là, ça sera au juge de décider si ou non il met l'entreprise en faillite, mais il y a cette possibilité-là. Donc, on appelle ça une faillite involontaire parce que l'entrepreneur n'a pas décidé de son propre gré de faire faillite. Et ça arrive peut-être dans 2-3% des cas parce que le créancier qui décide de mettre la compagnie en faillite, c'est lui qui doit assurer les paiements en honoraires et les frais du syndic. Donc, déjà que souvent, ces créanciers-là perdent beaucoup d'argent, ne veulent pas assumer également d'autres frais. Donc, ça arrive très peu souvent. Sinon, il y a la faillite volontaire. Donc, l'entrepreneur qui a passé à travers tout le processus, puis a essayé tant bien que mal de se relever, puis tout ça, ça n'a pas fonctionné. Bien là, décide de rencontrer un syndic et fait cession de ses biens. Donc, signe volontairement la faillite. Donc, ces deux types-là. Puis là, c'est la fin. Dans le fond, tu sais, comme dans le sens où tu signes ça, là, après ça, dans les précédentes capsules, on parlait de toute la manière de comme liquider qu'est-ce qui reste, tout ça, puis de repayer un petit peu les créanciers. Mais après, pas après la faillite, mais comme, on dirait que j'arrive mal à voir, tu sais, les étapes ou bien comme,
t'arrives dans le bureau, c'est la faillite, c'est la fin. On dirait que moi, je vois juste ça, là. Tu sais, comment ça se passe? Ça, Camille, je vais te référer à une prochaine capsule qu'on va parler du déroulement. Okay, mais j'aimerais ça, avant, répéter c'est quoi les objectifs de la loi. Parce que, tu sais, c'est souvent une connotation très négative. Mais je pense, puis je sais pas vous, là, mais tu sais, même à la radio, on en entend parler, à la télé, dans les journaux. Je trouve que c'est en train de se démocratiser de plus en plus. Donc, en tout cas, moi, c'est ma perception. Je trouve que c'est une bonne nouvelle. Surtout en parlant ici. Exact. Ouais. Ça, c'est clair. Et bon, les objectifs de la loi sont nécessairement protéger les créanciers. On l'a dit un peu tantôt en une faillite involontaire, là, protéger le créancier, donc de faire une enquête pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, c'est très transparent. Donc, il y a ce volet-là, cet objectif-là. Il y a également de donner une seconde chance à un entrepreneur. Et puis, on a vu beaucoup au cours des dernières années, surtout avec la pandémie, que la bad luck, les entrepreneurs ont une bad luck, le commerce a été fermé, tout ça, pas de leur faute. Et donc, la faillite permet un peu de passer à autre chose, de donner une seconde chance. Donc, et aussi, un syndic, on le verra dans une autre capsule, mais le syndic est appelé à liquider finalement les actifs puis distribuer de manière équitable les recettes de cette réalisation-là. Donc, tu sais, c'est les objectifs principaux de la loi sur la faillite. Tu as raison, Camille, de dire, suite à une faillite, qu'est-ce qui arrive? Bien, c'est pas la fin. Parce que, tu sais, puis vous n'avez déjà interviewé des entrepreneurs qui sont passés par là. Et, il y en a qui sont sortis, là. Puis je me rappelle d'une personne qui est venue ici et qui a recommencé par la suite. Donc, c'est pas la fin. C'est la fin, peut-être, d'un épisode, que oui, ce chapitre-là est tourné, mais il y a un paquet d'autres possibilités. Puis même, juste hier, un contact m'a appelé et m'a demandé si une faillite d'entreprise affectait le volet personnel ou le crédit personnel. Bien, la réponse est oui, c'est non, mais évidemment, par exemple, supposons qu'on dépose une faillite d'une compagnie, il y a des créanciers qui vont perdre des fonds, de l'argent. C'est pas à ton dossier de crédit personnel. Il n'y a pas de... Oui, on peut retracer avec le registre des entreprises, voir qui a fait faillite, qui étaient les administrateurs, mais sinon, c'est pas exposé nécessairement. Par contre, supposons que dans cette faillite-là, il y a une banque qui a perdu beaucoup d'argent. Bien, c'est sûr que si d'un matin, tu réincorpores une compagnie et tu vas tenter d'aller chercher un prêt avec cette institution-là, ça se peut qu'elle dise non. Donc, il va y avoir une conséquence là au fait que, ça se peut que ça ne fonctionne pas. Mais sinon, il y a des conséquences, mais on peut réincorporer de nouvelles entreprises, tout ça. Donc, c'est pas la fin. Et c'est moins dramatique que ce que les gens pensent. Effectivement, souvent, puis on aura la chance d'en discuter, mais la première question que je pose, moi, c'est quoi les intérêts de l'entrepreneur? C'est quoi ses propres intérêts suite à la situation? Et ça arrive souvent qu'on incorpore une nouvelle compagnie, qui a une continuité différente, mais il peut avoir une continuité. Puis, tu sais, on le sait, on le voit déjà dans les nouvelles que plusieurs entrepreneurs ont déjà fait soit une faillite ou une proposition, puis ont reparti. Puis finalement, ça s'est avéré que la deuxième fois ou la troisième fois, c'est arrivé, la compagnie ça a été une compagnie à succès, là, puis qui ont fait beaucoup d'argent. Moi, j'ai vu ça souvent quand même. Là, c'est des posts Facebook, donc je veux pas rien mettre de l'avant, mais que des grands entrepreneurs avec beaucoup de succès ont fait faillite avant de bâtir leur vrai business avec laquelle ils ont eu du gros succès. Tu sais, c'est comme... Ils ont essayé. Effectivement, j'appelle souvent ça des frais de scolarité. Là, donc, ça ne s'apprend pas nécessairement sur un banc d'école d'être entrepreneur. Oui, il y a beaucoup de formation, mais quand on est vraiment sur le terrain, puis Camille, tu as une entreprise, toi, tu le vois, là, des fois, c'est différent de la théorie. Donc, des fois, oui, il y a des choses qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas. Et on a été témoin avec la pandémie, on ne contrôle pas certains facteurs externes. Donc, on peut pas non plus... notre entreprise n'est pas gage de succès en raison justement des facteurs externes qui peuvent nous frapper en tout temps. Et on verra, mais il y a un nouveau président américain, on verra ce qui arrivera avec ça, mais ça peut être un autre facteur externe dont on ne contrôle absolument rien. Oui, mais je pense qu'on l'avait vu dans nos capsules précédentes, justement, qu'il y avait beaucoup de variables sur lesquelles on a plus ou moins de contrôle qui peuvent mener à la faillite. Fait que faut pas trop s'en inquiéter. Oui, c'est quand même une situation sérieuse, mais il y a moyen de s'en sortir, il y a moyen de se retrousser les manches, de recommencer. Ce que tu dis, Camille, moi aussi, je l'ai souvent vu passer. Oui. Bon, c'est sûr qu'on dit pas que la majorité
majorité des grands entrepreneurs ont fait faillite, mais je pense qu'il y en a plus qu'on le pense. Oui. Surtout aussi, tu sais, quand t'es entrepreneur, typiquement, t'es passionné, puis des fois, t'as le nez peut-être trop proche, il y a des trucs qui sont mal évalués en start-up, beaucoup, puis voilà, c'est un risque à prendre. Les filles, j'aimerais faire une petite mise à jour sur les statistiques. Je voulais le faire On aime les statistiques. Mais c'est des statistiques de novembre. Donc, je regardais jusqu'à ce matin, puis le décembre n'est pas sorti. Là. On se rappellera qu'en 2023, il y a eu 2800 dossiers au Québec, soit de faillite ou de proposition. Donc, en faillite, c'était 2300 environ faillites en 2023. Faillite d'entreprise. D'entreprise. On parle simplement d'entreprise. Pour comparer au pré-pandémie, en 2019, on parlait de 2200 dossiers faillites ou propositions, donc environ 1600 faillites. Donc, il y avait eu pratiquement 600 dossiers de faillite de plus en 2023 qu'en 2019. Et là, pour la période de 11 mois, 2024, quand même frappant, 2600 faillites, pratiquement 2700, qui totalisait approximativement le total de dossiers de 2023, là, à 2800. Là, donc, 2600, pratiquement 2700 faillites, 605 propositions. Donc, on parle de 3265 dossiers en 11 mois. Je vous dirais, le mois de décembre, historiquement, on peut ajouter à ce total-là 200, 250 dossiers. Donc, on va frapper probablement 3500 dossiers en 2024, cumulés, faillites et propositions. Donc, l'année record où il y a eu beaucoup de dossiers. On se rappellera, on est en retour de pandémie, les prêts sont devenus un peu plus exigibles. Donc, et les ventes n'étaient pas nécessairement au rendez-vous. Donc, ça a causé un peu provoquer un grand nombre de dossiers d'insolvabilité, mais quand même, on voit qu'il y a une hausse spectaculaire des dossiers, puis probablement que ça fera les manchettes dans les prochaines semaines, là, parce que c'est vraiment une hausse importante. On se rappelle qu'en 2019, c'était 2100, donc on est à plus que 1200 dossiers que 2019. Que c'est énorme. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre potentiellement pour 2025? C'est sûr qu'il y a beaucoup d'événements qui vont survenir. J'en parlais un peu tantôt. C'est difficile à prévoir, mais nous, on pense que ça risque d'être une année quand même extrêmement chargée. Est-ce qu'on va atteindre ces chiffres-là? Ça, c'est difficile à dire. On verra là, au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'année, mais clairement, on s'attend quand même à une année extrêmement chargée. Mais tenez bon, ceux qui nous écoutent, si vous avez des entreprises, comme tu dis, Annick, il y a beaucoup de mouvements, surtout en politique en ce moment, qui pourraient probablement avoir des répercussions sur nos entreprises québécoises ici. Donc, sachez que vous n'êtes pas seul à traverser ça. Il y a des belles ressources. D'ailleurs, on se rappelle que la première consultation avec Yannick, l'équipe de Yannick, est gratuite. Oui. Donc, n'hésitez pas. Et il y a aussi les outils dont on a déjà parlé dans des capsules précédentes, dont notamment les fameuses prévisions financières. Bien sûr. Donc, ça peut toujours aider. Il n'est pas trop tard pour se plonger là-dedans. Jamais trop tard. Vraiment. Eh bien, merci Yannick pour ton temps. Merci, on se retrouve dans 2 semaines. À bientôt. À bientôt.